Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Je suis Anthony Glover et voici mon collègue Christophe Terrien. Enchanté. Aujourd'hui, Christophe, nous accueillons Pierre-Luc Huot, le DG d'Ingénieurs sans frontières Québec. Ouais, en fait, Pierre-Luc vient nous parler un peu de son organisme, de la coopération internationale, puis un peu de son parcours, évidemment. Là, donc, au podcast, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, on essaie de toucher à tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, impôts. On touche à tout ce qui est le monde des affaires au Québec. Puis le volet à but non lucratif là, que Pierre-Luc va venir nous parler, c'est un volet qui est super intéressant puis qui joue quand même une grande part dans l'économie québécoise. Donc, je suis sûr que ça va être super intéressant. Puis encore une fois, pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à nous envoyer un like. Abonnez-vous, on est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Donc abonnez-vous, assurez-vous de ne pas en manquer un. Allez écouter ceux qu'on a déjà mis en ligne. Puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous écrire, que ce soit sur la section commentaires sur YouTube, là, des choses que vous aimeriez entendre, des gens que vous aimeriez qu'on passe en entrevue. On va essayer de toucher un peu à tout ce qui vous intéresse. Donc, on veut vous entendre, on veut entendre, savoir comment est-ce que vous voyez ce podcast-là. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bonjour Pierre-Luc, bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, comme on l'a mentionné un peu, tu viens nous parler de ton parcours, mais aussi de l'entreprise que tu diriges ou l'organisme, là, je devrais plutôt dire, là, Ingénieurs sans frontières Québec. Donc, pour commencer, parle-nous un peu de comment c'était qui Pierre-Luc avant d'arriver chez Ingénieurs sans frontières. C'était un tout autre être. Mais d'abord, je tiens à vous remercier là, de l'invitation, là, c'est super apprécié. Ben, c'est un plaisir, c'est nous qui te remercions. En fait, bon, je suis un petit gars de Québec. Je suis venu étudier à Montréal ici à l'École de technologie supérieure pour faire mon bac en génie. Et bon, j'y suis resté 10 ans là, dans ces murs-là là, à apprendre un peu les louages de l'ingénierie. J'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doctorat là-bas. Et à travers mon parcours dans cette université-là, il y a un club étudiant qui s'appelle le Précis, dont j'ai la griffe aujourd'hui. Donc, ça s'appelle le Programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale. Donc, c'est vraiment un club étudiant qui vise à initier les jeunes professionnels en ingénierie à la coopération internationale. Puis moi, je suis un peu tombé là-dedans par hasard parce que j'étais en première année au bac, puis normalement, ces étudiants-là ne sont pas sélectionnés pour faire partie du club étudiant. Et je me suis dit, je vais m'essayer pareil, ça a l'air cool, tu sais, le monde voyage, on construit des bâtiments en Afrique subsaharienne. Fait que, tu vois, moi, je vois ça sur une TV, ça a l'air super intéressant. Je dis, je vais m'inscrire, puis je vais faire les entrevues. Fait que, fais les entrevues individuelles, fais les entrevues de groupe, arrive à la sélection. Je suis sélectionné par pure chance, là. Je me doutais pas du tout. Moi, j'y allais là vraiment pour apprendre puis me préparer pour l'année d'après. Oh, cool. Fait que, puis parce que d'habitude, ils les prennent pas les premières années parce que, tu sais, il y a des risques que tu interromps ton bac puis que, tu quittes le groupe. C'est seulement 6 étudiants par année qui sont sélectionnés pour faire partie de ce club étudiant-là. Donc, c'est vraiment très restreint. Il y a beaucoup de candidatures. Le processus de sélection et d'analyse des candidats est quand même assez laborieux. Et, je suis sélectionné à ma grande surprise. Donc, j'embarque dans ça sans jamais avoir pris l'avion une seule fois de ma vie. Je sais pas c'est quoi, où je m'en vais parce que c'est nous qui sélectionnons le projet. Donc, c'est un total inconnu face à ce qui s'en vient. Et je me suis fait un peu prendre au jeu. J'ai tellement apprécié l'expérience. Ça a été une expérience super enrichissante. Ça a transformé complètement mes valeurs. Je suis revenu, puis... Vous êtes allé où, finalement? On est allé en République démocratique du Congo. Okay. Donc, c'est un pays qui n'avait jamais été visité par le club étudiant, parce que le club étudiant avait quand même, à cette époque-là, déjà 20 ans d'existence. Puis aucun lien avec Ingénieurs sans frontières Québec? Aucun lien avec Ingénieurs sans frontières Québec jusqu'à maintenant. Mais dans le fond, le club, à chaque année, ils font un voyage puis ils vont construire quelque chose. Oui, c'est ça. Puis c'est un projet autofinancé 100% par les étudiants. Donc, ils vont ramasser souvent entre 60 et même des fois jusqu'à 120 000 $ pour faire la réalisation. Donc, tout ce financement-là
vient de dons particuliers, de commandites, d'activités de levée de fonds. Ils en font là, des activités, puis ils en vendent des hot dogs, puis ils en font des soupers spaghettis. Ouais. Fait que c'est beaucoup de travail, puis c'est en marge de tes études, parce que c'est vraiment un club étudiant à part entière. Fait que j'embarque là-dedans, ramasse la campagne. Et là, moi, en 2009, là, on est en pleine crise financière. Okay? C'est pas facile de cogner à la porte des entreprises pour solliciter des commandites. Donc, gros défi en termes de financement à ce moment-là. Mais on finit par ramasser les sommes nécessaires. On quitte en septembre 2009 pour la RDC et on passe 4 mois là-bas. Et ce 4 mois-là a vraiment transformé ma vie, mais beaucoup ma vision du monde, puis mes valeurs profondes. La personne que j'étais avant versus le après, vous pourriez en parler à mes parents, n'est pas du tout la même personne. T'sais, j'avais 21 ans, je découvrais la vie, j'avais une idée préconçue de comment est-ce qu'on vivait sur la planète de façon générale. J'avais pas été sensibilisé, en fait, à d'autres modes de vie. Et j'arrive là-bas et je vis un choc culturel quand même assez important. Moi, ma réaction face à ce choc-là, cette nouveauté-là qui a embarqué dans ma vie, ça a été vraiment de devenir comme plus romain que les Romains. Okay? De devenir comme, on appelle ça faire du mimétisme. Donc, je me suis mis à faire exactement comme les gens locaux là-bas. Je vivais beaucoup de bouleversements émotionnels, tu sais, j'avais pas de repères, puis tu sais, de l'extérieur, j'avais l'air de quelqu'un qui était super adapté, super confortable avec le principe de voyager, tu sais. Mais intérieurement, je vivais beaucoup d'angoisse. Et ça a été ma façon de m'adapter, en fait, de vraiment imiter tout ce que je voyais, les comportements. Les locaux allaient se laver à la rivière, j'y allais aussi. Bon, ça m'a apporté des petits parasites dans les pieds, mais c'est un détail. Je me suis vraiment mis à faire exactement comme les locaux et ça m'a quand même fait apprécier, somme toute, l'expérience. Et moi, le choc du retour a été vraiment très, très, très difficile. Okay. C'est vraiment, ça m'a pris, là, je vous dirais, un bon 2-3 ans à digérer cette expérience-là correctement parce que ça l'a amené beaucoup de confrontations de valeurs. Okay? Moi, j'étais quelqu'un avant très axé sur l'apparence, sur le, tu sais, il fallait que je sois musclé, beau, élégant, tu sais, des bijoux. Tu sais, j'étais vraiment très superficiel dans mon approche, je consommais beaucoup. J'avais eu aucune réflexion par rapport à tout l'environnement, etc. Et cette expérience-là m'a vraiment transformé, m'a amené à me poser des questions puis à remettre en perspective un peu mes choix de vie. J'apprécie l'expérience. Je fais 2-3 ans à digérer tout ça. Et là, j'ai envie, l'appel du terrain me revient. Et là, je sais que le précis, je peux pas le refaire parce que c'est un club étudiant où tu peux ne participer qu'une seule fois. Okay. Par la suite, ben, si tu veux revivre des expériences, ben, trouve-toi un autre moyen parce que c'est tellement, il y a tellement pas de gens, c'est ça, il y a tellement pas de gens, fait qu'ils veulent laisser la chance au plus d'étudiants de l'ETS possible pour vivre l'expérience. Fait que je fouille un peu, j'avais entendu parler d'Ingénieurs sans frontières Québec. Donc, parfait, j'approche Ingénieurs sans frontières Québec avec un projet. Donc, c'était de trouver un beau partenaire en Inde, un partenaire quand même assez, qui a une mission quand même assez importante en Inde. Là. C'est un partenaire qui s'appelle la Rescue Foundation. Ils font en fait la libération dans les bordels là, illégaux en Inde là, des jeunes filles mineures qui sont exploitées sexuellement. Donc, cette organisation-là fait des raids avec l'armée, avec la police, libère les jeunes filles et les amène dans des centres d'accueil pour faire une réhabilitation physique et mentale de ces jeunes filles-là. Ça arrive à l'occasion aussi que c'est des petits garçons, mais c'est majoritairement des jeunes filles. Et ce centre-là, le trafic et l'exploitation sexuelle en Inde est tellement effervescent que les centres débordent. Donc, nous, on a pour mission d'aller faire un agrandissement de ces centres d'accueil-là en Inde. Donc, un projet très humain, très ambitieux parce que c'est un projet sur plusieurs étages en béton armé. Donc, c'est quand même du costaud en termes de réalisation. Et il y a tout, encore une fois, le financement à amasser. On avait 95 000 $ à amasser. On l'a fait en à peu près 2 ans, 2 ans et demi. On était seulement 3 anciens du précis qui s'étaient lancés dans une deuxième aventure. Okay. Donc, je réalise ce projet-là. Puis, vous avez approché Ingénieurs sans frontières Québec pour ce projet-là? Oui, parce que tu sais, moi, même si demain matin, je veux faire un projet de coopération internationale, j'ai toute la volonté du monde. Si je fais pas partie d'une organisation, il n'y a pas une entreprise qui va me faire un chèque pour me financer, là. Ou même des particuliers. C'est trop risqué, tu sais, il n'y a pas de cadre sécuritaire là, à ce que je donne de l'argent puis que je m'assure que ça aille au bon endroit. D'accord. Donc, c'est super important de s'associer. Pour des entreprises, ça fait une confiance. Ah ben oui, absolument. Puis ça donne une crédibilité à ton action. Okay. Donc, j'embarque, j'approche Ingénieurs sans frontières Québec. Le projet est sélectionné. On travaille là-dessus pendant 2 ans. Je me dirige en Inde et là, ça a été encore une fois un autre choc culturel, mais complètement différent. Parce que, bon, la société
en RDC versus la société en Inde, c'est différent. C'est plus pauvre? En fait, les classes sociales sont beaucoup plus variées en Inde qu'en RDC. En RDC, la classe moyenne est relativement, somme toute, peu fortunée. Mais en Inde, tu as un bidonville, puis à côté, tu as les grands hôtels. Il y a une clôture, puis c'est vraiment le jour et la nuit là, entre les pays, les endroits où c'est plus fortuné versus moins fortuné. Donc, un gros choc aussi beaucoup en Inde par rapport à la position de la femme dans la société. Okay? Donc, il y a beaucoup d'évolution, il y a un grand parcours que l'Inde a fait là, sur la position de la femme dans la société puis l'égalité homme-femme, mais c'est pas encore partout dans l'ensemble du pays. Et dans la région où j'étais, manifestement, beaucoup de femmes avaient, puis ça m'est arrivé là, de me faire confier par des femmes qu'ils vivaient beaucoup de pression de la part de leur mari pour ce qui est des tâches ménagères. Tu dois travailler pour amener des sous, puis tu dois aussi t'occuper de l'éducation des enfants. Fait que beaucoup de charges à donner aux femmes, moins à l'homme. Donc, moi, ce que je veux pas généraliser, mais moi, ce que j'ai vécu, j'ai senti qu'il y avait quand même encore du travail à faire du point de vue égalité homme-femme. Chose qu'on n'est pas habitué de voir ici. Là. Oui, il y a encore des luttes. Là. Je dis pas qu'ici, on est loin d'être parfait, mais... Mais il y a une immense marge là, entre ce que moi j'ai vu là-bas puis ce qu'ici on a comme société. Le projet, vous l'avez complété? On l'a complété. En combien de temps? En 5 mois. Donc, ça a été un 5 mois. Moi, j'ai pas été là 5 mois parce que je venais tout juste d'avoir mon premier enfant. Donc, vous comprenez que si j'avais laissé ma femme 5 mois ici, je m'en ferais parler encore. On parle d'égalité homme-femme, là, je pense que... C'est ça, exact. Donc, ça a été vraiment des plus courts séjours pour moi là-bas. Mais on a quand même, somme toute, réussi à le réaliser. Et... à la suite de ça, je me suis proposé pour devenir administrateur sur le conseil d'administration de l'organisation. Donc, à l'Assemblée générale annuelle, on pourra parler plus du processus, là, mais tout à l'heure du fonctionnement d'une OSBL. Mais je me suis proposé comme administrateur, puis là, c'est là où j'ai commencé à comprendre l'organisation, parce que je ne la comprenais pas nécessairement. Comprendre c'est quoi sa mission, comment est-ce qu'on peut l'accomplir, c'est quoi les défis. Et là, j'ai commencé à être un peu la personne sur le conseil d'administration qui avait fait du terrain, qui savait c'est quoi la réalité d'un projet de coopération sur le terrain. Donc, moi, c'était un peu cette vision-là que je pouvais apporter au CA, au conseil d'administration. Puis, moi, ma question par rapport à justement la mission d'Ingénieurs sans frontières ou même le club étudiant que tu avais, là, je pense que c'est une mission assez similaire. Là. Oui, absolument. Quelle est la mission puis quel est le rôle justement de la partie ingénierie là-dedans? Oui. En fait, l'ingénierie vient être un moyen en fait de réaliser, mais à la base, le but c'est d'améliorer les conditions de vie. Okay? Ouais. C'est juste de prendre des situations qui sont peut-être injustes ou qu'il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de pays, exemple, qui vont financer tous les salaires des professeurs, mais ils ne vont jamais financer les nouvelles infrastructures scolaires. Okay? Donc là, il y a une lacune parce qu'il y a plein d'écoles primaires et secondaires, exemple en Afrique subsaharienne, qui ont été construites dans les années 1950, 1960 par des groupements religieux, mais aujourd'hui, il reste des vestiges de ça. C'est des écoles qui sont en ruine, puis les gouvernements n'ont pas nécessairement le levier pour investir dans l'ensemble de ces écoles-là parce que c'était beaucoup confié à des organisations religieuses à l'époque. Donc, c'est là où l'ingénierie peut un peu se glisser puis venir apporter une certaine couleur à la coopération internationale. Donc, on peut venir remplir un certain trou qui est vacant sur la plateforme internationale. Est-ce que c'est surtout des défis de financement ou c'est surtout des défis d'ingénierie ou c'est pas mal, 50-50? C'est les deux, en fait. Je te dirais que, pour un OSBL, on peut peut-être commencer par ça, mais un OSBL au Québec, là, en coopération internationale, il y en a environ 70-75. Okay? Donc, il y en a quand même plusieurs de tailles relativement très différentes. Donc, des petites, des moyennes, ce que nous, on est à peu près. On est une petite et moyenne. Mais il y a des très grosses là, qu'on peut connaître, là, comme le CECI, Oxfam Québec, etc. Donc, il y a des grosses organisations, puis il y en a des plus modestes. Et, toutes ces organisations-là, on essaie d'améliorer les conditions de vie chacun à notre façon. D'une façon. Okay, donc, il y en a qui vont plus être axés sur la sensibilisation. Il y en a qui vont vraiment orienter leur action vers l'agroforesterie, l'agriculture durable, qui ont vraiment leur spécialité, leur couleur. Nous, c'est certain que notre bassin de coopérants, notre bassin de professionnels qui peut s'impliquer bénévolement dans notre organisation, c'est des ingénieurs. Donc, il y en a
plus de 60 000 au Québec, là, je pense que c'est plus que 65 000. Il y en a beaucoup qui veulent manifester leur solidarité envers l'international et nous, on peut être un véhicule pour eux qui puissent venir s'intégrer dans notre organisation et partager leur expérience, donc, et ou même vivre des expériences de plus longue durée à l'international. Donc, souvent, les plus jeunes veulent partir longtemps et les plus vieux veulent faire des courts séjours, mais ils veulent beaucoup faire du mentorat auprès des plus jeunes. Donc, une expérience acquise. On est chanceux au Québec, on a des grandes firmes de génie conseil qui font des projets partout sur la planète. Ben, il y a énormément d'ingénieurs qui travaillent chez eux et qui veulent en fait partager cette expérience-là de gestion de projet puis de réalisation à l'international. T'sais. Fait que les plus jeunes sont là pour récupérer un peu cette expérience-là puis la partager un peu partout sur la planète où on fait nos projets. Fait que c'est surtout, Ingénieurs sans frontières Québec, c'est surtout des projets de construction civile? Pas nécessairement. On essaie de s'adapter. Oui, il y a beaucoup de projets de construction. En fait, comment est-ce que notre organisation est construite? C'est qu'on a deux types de projets. On a les projets qu'on va appeler de petite envergure. Donc, c'est des projets où vraiment on va essayer d'envoyer des équipes de jeunes professionnels sur le terrain pour vivre une initiation à la coopération internationale. Donc, on a un programme d'engagement interne à notre organisation. Et à tous les ans, il y a des gens un peu comme le Précis. C'est beaucoup inspiré de ces clubs étudiants-là parce que j'ai parlé du Précis, mais il y en a dans beaucoup d'universités au Québec, des clubs similaires. C'est beaucoup inspiré de ce principe-là qu'à chaque année, on forme des cohortes, puis ces cohortes-là vont aller faire des projets. Donc, il y a ces projets-là de plus petite envergure qui sont souvent la construction d'écoles, construction de maternité, de dispensaires, un petit système d'alimentation d'eau potable, des choses comme ça. Mais on a aussi des projets qui sont de plus grosse envergure, à plus gros rayon d'impact, où là, le financement vient de d'autres canaux. Et là, on parle des projets où on va plus travailler avec des professionnels, donc des ingénieurs qui ont vraiment une expérience sur le terrain international, qui vont être rémunérés aussi quand ils vont partir, ils vont pas nécessairement toujours le faire de façon bénévole. Et là, on va avoir un rayon d'impact plus important, où là, on peut travailler, exemple, un des beaux projets qu'on a, c'est le projet Oxygène. Pendant qu'il y a eu la pandémie, nous, on travaillait en collaboration avec 6 hôpitaux au Bénin et on les a fournis en équipement de concentrateurs d'oxygène pour justement un peu pallier à la COVID-19 là, qui frappait dans ces endroits-là et où l'accès à l'oxygène était quand même assez réduit. Là. Il n'y avait presque pas d'équipement qui pouvait être utilisé. Donc, on a eu un plus gros projet où là, c'était pas nécessairement des jeunes professionnels qui étaient impliqués, mais plus des gens d'expérience. Et on a travaillé sur ce projet-là pour venir un peu contribuer à notre façon là, à la lutte contre la COVID. OK. Super intéressant. Puis là, ben, peut-être que là, on saute un peu en avant, mais pour ce qui est de l'OSBL, fait que là, tu parles de tous les projets que vous faites. Comment est-ce que ça fonctionne, le financement? Est-ce que c'est du privé, du public, un peu de tout, des activités? Ben, en fait, le financement pour un OSBL, puis pas juste les OCI, pas juste les organismes de coopération internationale, mais nos OSBL en général, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que tu existes ou tu n'existes pas. C'est ce qui fait que souvent, tu as des creux de vague dans ton organisation. Des fois, là, tu as des subventions, puis là, tu es capable de surfer sur ces subventions-là, puis de faire des belles réalisations pendant 2-3 ans. Mais là, après ça, les subventions finissent. Donc, c'est super important pour un OSBL de comprendre comment ça fonctionne, tout le mécanisme de subvention, mais aussi de se développer un réseau de partenaires privés et de particuliers qui vont t'aider aussi à compléter ton financement. Parce que des subventions gouvernementales où 100% des projets sont subventionnés, moi, j'en ai pas dans mon domaine. C'est très, très rare. Fait qu'il faut toujours avoir quand même un apport qui vient du privé ou de particuliers pour compléter le financement. Puis ça, c'est des partenaires que vous avez. J'imagine vous faites des activités de financement. Oui, on fait des activités de levée de fonds, on a des soirées bénéfices comme pas mal tous les organismes sans but lucratif. Mais nous, ce qu'on avait comme approche, c'est de dire comment est-ce qu'on peut prendre notre réseau d'ingénieurs au Québec puis d'essayer de l'impliquer au maximum dans nos projets. Okay? Parce qu'au final, c'est des bénévoles? La plupart, c'est des bénévoles qui vont participer dans la réalisation, mais c'est que avant, on avait une culture on va passer un peu le chapeau dans notre réseau de contacts, puis on va voir les entreprises qui veulent donner, puis on va essayer de ramasser un 5 000 ici, un 1 000 là, un 2 000, puis on va essayer d'avoir comme un bon panier de commandites qui va nous amener à pouvoir faire une action concrète sur le terrain. Mais c'est lourd faire ça à chaque année, de passer le chapeau, puis les entreprises, c'est plus ça nécessairement qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils veulent offrir des possibilités à leurs employés de s'impliquer dans l'organisation.
Donc là, oui, il y a l'aspect soutien financier, mais on va aussi développer un partenariat où vous allez être impliqué dans la réalisation du projet. Donc, vous allez être des parties prenantes. Et là, là, on sent que les entreprises répondent beaucoup plus, donc sont plus généreuses parce que ça implique leurs employés, font plus confiance en notre organisation parce qu'ils ont les mains dans le projet. Et veut pas, quand tu as une grande entreprise qui prend sous son aile un projet, ben, les autres entreprises regardent ça, ils font comme « Ah, ben, ce serait le fun, nous autres aussi d'en avoir un. » Ouais. Donc là, ça crée une espèce de « Ah, ben là, tout le monde veut participer, puis nous, on est un peu au centre de tout ça, puis on reçoit les offres, puis les derniers partenariats qu'on a signés avec des entreprises, c'est même pas nous qui les avons approchés. Donc, c'est les gens qui ont constaté, c'est les gens qui ont constaté ce qu'on faisait, qui ont dit « Hey, c'est intéressant, nous aussi, ça serait le fun qu'on s'assoie et qu'on jase. » Ouais, ils peuvent mettre leur nom derrière le projet, puis pas juste un petit slip de don. Absolument. Puis, ben, ça devient une façon pour eux de s'introduire dans un pays. Absolument. Ça peut être une façon aussi de montrer à leurs employés qui sont responsables socialement, donc qui sont engagés, donc qui permettent, parce que moi, ce que je constate beaucoup, c'est que les jeunes professionnels, ils ont envie de s'impliquer dans des gros projets d'envergure, puis d'avoir des défis technologiques, puis d'ingénierie. Mais ils ont aussi le goût de vivre des expériences humaines. Puis, c'est là où nous, on peut se positionner parce que quand, mettons, tu as un gros projet d'infrastructure de route au Québec en ingénierie, ta clientèle, c'est qui? C'est les usagers. Ouais. Tes usagers, là, ils ont juste hâte que tu enlèves tes cônes. Ouais. OK? Ouais, t'es pas populaire. T'es pas populaire là, quand tu viens barrer une rue pour faire des travaux d'aqueduc. Donc, l'expérience, le contact humain est plus là dans l'ingénierie qu'on peut faire, ou du moins est un peu effacé dans l'ingénierie qu'on fait au Québec. Mais quand tu vas construire une école au Togo, exemple, t'es un héros, et que tu as 75 étudiants qui viennent te sauter dessus pour te remercier d'avoir travaillé sur ce projet-là, tu sais, émotionnellement, tu sens que ce que tu as accompli, ça a changé quelque chose. Puis ça l'a touché des gens pour vrai. Tu sais, ça améliore les conditions routières ici quand on fait des gros projets d'infrastructure. Mais est-ce qu'on sent vraiment qu'on a contribué à notre devoir de surtout dans l'infrastructure, là, quand tu parles d'aqueduc puis de route, là, j'ai l'impression des fois, c'est comme, on avait une route, là, on a passé 2 ans à comme dans le bordel, puis il y avait déjà de l'aqueduc en dessous, puis là, après 2 ans, on a exactement la même chose qu'on avait avant, juste un peu plus neuf. Effectivement. Ça change pas drastiquement notre façon de vivre. Ben, c'est ça, puis là, nous, on voit pas que c'était nécessaire. C'est dur de le voir, de dire, ça prenait vraiment ça, sinon, ben, il y aurait eu des fuites d'eau. Je pense que les gens le raisonnent, mais c'est difficile à apprécier. C'est beaucoup moins tangible. Est-ce que, par rapport à ce que tu disais aux gens qui sont touchés, exemple, quand ils vont faire des projets, est-ce que vous remarquez comment dire, que les membres, pas les membres, mais les gens qui participent à ça, ils reviennent plus une fois qu'ils ont participé à un projet ou qu'il y a plus de bouche à oreille puis que le feu est pris là, dans... Oui, absolument. Oui, il y a comme une espèce de lumière intérieure qui vient un peu s'allumer puis qui fait réaliser que l'ingénierie, c'est un peu comme la médecine ou d'autres domaines, c'est qu'on le fait pour la sécurité civile, on le fait pour les gens. Ça sert à des vivants. Puis c'est là où j'ai l'impression que ça réallume un petit peu la flamme de dire « Hey, c'est cool de faire de l'ingénierie », puis ça change vraiment quelque chose de faire des beaux projets pérennes, durables, puis ça vaut la peine de faire ça de la bonne façon puis pour les bonnes raisons. OK, c'est aussi une autre question que j'avais. Est-ce que quand c'est fait quand un projet est fait d'aide internationale avec des partenaires, est-ce que est-ce que c'est mieux fait que ça serait fait localement? Est-ce que le bâtiment est plus durable, va durer plus longtemps, est fait selon des normes plus élevées que ceux du pays local? C'est une super bonne question que tu apportes, Anthony, parce que on a dans la coopération internationale, il faut faire attention à ne pas faire du colonialisme. Il ne faut pas imposer notre façon de voir le développement. Ça, c'est super important. Il faut vraiment voir la coopération internationale comme un objectif commun et ensemble, on va co-construire le projet. OK? Et ça, c'est fondamental parce que sinon, on peut apporter certains problèmes. OK? Je vais donner un exemple d'un projet qui est un flop. OK? Ce n'est pas un projet qui vient de chez nous, mais c'est un projet classique que ça peut arriver. Un organisme veut faire un projet d'alimentation à l'eau potable parce que, peu importe, il y a des subventions pour ça. Donc, parfait. Moi, je me retourne vers le continent africain.
On voit qu'il y a beaucoup d'endroits où l'alimentation en eau potable n'est pas nécessairement faite dans certains villages. Et là, je dis, bon, ben, dans tel village, ce sera un super beau candidat pour faire un projet d'alimentation en eau potable. Parfait. On mobilise une équipe, on fait une réalisation, on construit ce système-là et on se rend compte 2 ans après que le système n'est pas utilisé. Pourquoi? On n'a pas consulté la population. On leur a pas demandé s'ils le voulaient, première des choses. Puis peut-être qu'une partie de la population le voulait et une partie de la population ne le voulait pas. Puis, dans cet exemple-là, ça pourrait être que les hommes le voulaient, les femmes ne le voulaient pas. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, dans plusieurs de ces pays-là, c'est beaucoup les femmes qui vont aller chercher l'eau, qui vont marcher quelques heures pour aller chercher l'eau, ramener l'eau potable à la maison. Et souvent, pour eux, c'est une façon de laisser à charge les enfants au papa, pendant que moi, avec mes amis femmes, on se dirige vers là et on peut jaser puis se retrouver entre nous. Mais là, tu viens d'installer un système d'alimentation d'eau potable dans mon village. Donc, j'ai plus besoin de marcher. J'ai plus mon temps avec mes girls. Donc, moi, j'ai pas envie d'utiliser ce système-là. Je préfère comme... Fait que ça, c'est des projets qui sont pas faits en consultation avec les communautés locales. OK? Puis ça peut arriver, puis c'est un gros piège. On se dit, de notre œil à nous, ben ça vous prend ça. Parce que c'est tellement pratique d'avoir un lavabo avec de l'eau, tu sais. Puis ça m'apporte à une question que j'avais, c'est comment est-ce que vous choisissez d'abord vos projets? Est-ce que c'est les partenaires qui les apportent? Est-ce que c'est... Très bonne question. À l'interne? Les règlements. Là, en plus, avec la COVID, pour rentrer dans un pays, j'imagine ça rentre dans les critères. Absolument. Donc, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à tous les ans, pendant 3 mois, n'importe quelle organisation à l'international peut nous proposer un projet. OK? Donc, on a des formulaires disponibles en ligne qui sont vraiment dans le but d'acquérir une collecte de données qui va nous permettre de juger de la crédibilité de l'organisation, du projet, de la nécessité, à combien de personnes ça répond, dans quel domaine, etc. Puis c'est quoi le budget à peu près? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, si tu m'arrives avec un budget de 4 millions demain matin, je suis désolé, mais je vais te dire non pour cette raison-là. Est-ce que le montant d'argent, c'est vraiment le facteur non, mais ça restrictif le plus? Qu'est-ce qui est le plus contraignant pour vous? Ce qui est le plus contraignant, c'est une bonne question. Oui, en ce moment, le facteur financier est un bon... parce qu'on a une capacité. Je ne peux pas choisir 5 projets à 4 millions. Il n'y a pas d'organisation qui peut faire ça de toute façon. Fait que oui, ça s'en est un, mais c'est aussi l'endroit où ça se réalise. Moi, j'ai reçu, juste vous donner un exemple, de façon très transparente, l'été dernier, donc de avril à juin, on a eu à traiter 35 projets qu'on a reçus. OK? Il y en avait environ une dizaine qui venaient d'une région qui était en conflit. OK. En conflit d'armée. Donc, moi, je sais que je peux pas me mobiliser dans cette région-là. Ça va être hyper difficile. Les réseaux de communication sont très difficiles. Je sais même pas comment eux ont réussi à nous trouver puis à nous faire parvenir leur projet tellement que c'est problématique dans cette zone-là. OK? Donc, ça, c'est un autre enjeu pour nous qui nous empêche. Et parmi tous ces beaux projets-là qu'on reçoit, on a une capacité en termes d'organisation à réaliser. On peut en faire à peu près 4 à 5 projets par année. Donc, on ne peut pas dire oui, malheureusement, à tout le monde. Puis ça, c'est probablement la chose qui est le plus difficile dans mon travail, c'est de dire non à des gens que j'aimerais pouvoir dire. Tu peux pas référer les projets à d'autres organismes? Absolument. C'est souvent ce qu'on va faire. Okay. On travaille maintenant avec le Précis, d'autres clubs étudiants où on peut leur apporter des propositions de projets qu'on juge. Ah, ce projet-là, il est vraiment bien fait. Il a passé notre grille d'analyse. Il est dans un endroit sécuritaire. Le budget est raisonnable. C'est bien fait. T'sais, si ça vous tente de le faire, faites-le. Je sais que vous allez avoir une belle expérience. C'est des partenaires à qui on a confiance. Puis, toi, tu fais partie de Ingénieurs sans frontières Québec. Oui. Est-ce qu'il y en a un Canada? Est-ce qu'il y en a un il y en a un Canada. Ingénieurs sans frontières? C'est quoi le lien entre les deux organismes? Pardon. Il n'y a aucun lien, en fait, entre Ingénieurs sans frontières Canada et Ingénieurs sans frontières Québec. En fait, Ingénieurs sans frontières Québec a été fondé avant Ingénieurs sans frontières Canada. Okay. Et on a eu des rapprochements à quelques reprises, mais on n'a pas du tout la même... On a sensiblement la même mission, mais on n'a pas la même approche. Okay? Nous, on a vraiment une approche de développement d'infrastructures, développement d'acquisition d'équipements, renforcement des capacités locales, faire des formations sur l'agroforesterie, l'apiculture, vraiment travailler sur la sécurité alimentaire, etc. Ingénieurs sans frontières Canada vont accompagner des startups ou des coopératives agricoles, exemple, qui vont vouloir se lancer en affaires dans les mêmes régions que nous. Mais ils vont vraiment faire un accompagnement de mentorat pour mettre en place des business ou des écosystèmes là, vraiment pour développer pas une technologie, mais plus, mettons, un système là, de vente au détail ou des choses comme ça. Okay. Donc, eux vont faire de l'accompagnement
business un peu. Puis nous, c'est vraiment, on autofinance nos projets. Donc ça, c'est important aussi de le mentionner. On autofinance à 100% nos projets et on va souvent avoir une branche ingénierie quand même assez importante. Fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire. C'est vraiment, c'est tout à fait noble. Leur mission est complètement parfaite. En fait, là, elle répond à un besoin très concret, mais c'est ça, on ne fait pas nécessairement la même chose. OK. Donc, votre mission, c'est ça, c'est plus l'infrastructure. L'infrastructure, l'équipement, mais beaucoup de formations aussi. En ce moment, on a un projet en Guinée qui est vraiment axé sur l'agroforesterie, donc l'amélioration des techniques agricoles, l'apiculture aussi, de créer un système là, un peu plus en symbiose, de ne pas se lancer dans de l'agriculture industrielle comme nous, on le fait ici au Québec. Puis c'est un peu paradoxal parce que nous, on s'en va à l'autre bout du monde enseigner à des gens à ne pas faire ce que nous, on fait ici au Québec. Okay. Fait que des fois, il y a ça. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Puis est-ce que, ben là, c'est ça, tu parles à l'autre bout du monde. En parcourant tous vos projets, je vois qu'il y en a beaucoup en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou c'est juste que il y a tellement de projets à faire là-bas que vous n'avez pas passé au travers avant d'aller ailleurs? Ou? Ben, il y a une raison. Oui, effectivement, il y a énormément de besoins dans cette région-là. Il y a énormément de communautés francophones dans cette région du monde-là. Donc, c'est plus facile pour eux d'identifier une organisation comme le nôtre qui est francophone ici au Québec. Donc, ça joue un bon rôle. Les subventions gouvernementales aussi du ministère des Relations internationales et de la francophonie sont beaucoup orientées vers les pays francophones. Donc, si vous regardez les plateformes de l'ensemble des organismes de coopération internationale au Québec, vous allez voir que c'est beaucoup des pays francophones, Afrique subsaharienne, Antilles, Amérique centrale. Donc, c'est vraiment des endroits où il y a des communautés locales francophones où on va, où le financement est beaucoup plus accordé vers ces communautés-là. Puis, quand que vous arrivez sur le terrain, est-ce que ça vous arrive parfois de faire face, ou est-ce que l'équipe est comme face à de la corruption ou justement, tu en parles un peu, là, mais que c'est pas désiré par la population, ou est-ce que le projet avorte directement? Moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis vraiment à la direction des opérations chez Ingénieurs sans frontières Québec. Moi, ça m'est pas arrivé là, dans mon parcours là, d'avoir vraiment eu à remettre en question certains projets à cause justement d'un mauvais partenaire terrain ou d'une présence trop forte, mettons, des autorités, puis qu'il y a trop de soudoiement. Ou, moi, j'ai jamais été confronté à ça. Okay. Mais sûrement que ça l'est. Puis souvent, ce qu'on va voir, par contre, c'est de la micro-corruption quand on va se déplacer dans les pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays où ils vont faire des barricades, là, ils vont essayer de barrer certains endroits pour justement qu'est-ce que vous faites ici, puis ils vont voir que tout de suite, surtout en Afrique subsaharienne, on détonne. Donc on nous identifie rapidement, puis on vient nous solliciter. Moi, ça m'est déjà arrivé là, d'un agent d'immigration ou des policiers qui viennent me voir, puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu es là. Puis plus de temps que tu lui accordes, puis que tu expliques qu'est-ce que tu fais, moins tu as de chances de te faire solliciter des sous. Là. Fait que vu que vous êtes là pour aider, ils ont un petit... Absolument. T'es pas juste un touriste. Là, Non, c'est ça. Puis ils le comprennent assez vite parce que souvent, on voyage avec des gens du projet, des partenaires locaux. Donc, il y a des gens pour corroborer ce qu'on dit. Puis on n'est pas là justement pour venir faire du surf. Là. Par le fait, comme tu disais, par le fait que c'est des partenaires locaux qui proposent le projet, là, souvent, ça vient comme un peu contrer le fait que tu arrives à un endroit, justement, puis les gens sont comme... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un des gros gages de succès d'un projet, c'est de travailler longtemps en préparation avec ton partenaire terrain pour justement toute la logistique, la compréhension des besoins, mettre en place un plan commun de réalisation. Tu sais, c'est super important de faire tout ça, mais souvent, pendant que tu fais tout ça, c'est plein d'heures de temps que tu n'as pas de subvention pour faire ça, cette préparation-là. Parce que la subvention, souvent, qui est accordée, va être pour la réalisation. Donc là, ça devient un casse-tête pour les organisations, des fois, de bien planifier leur stratégie pour maximiser, en fait, la réalisation. Qui s'implique dans la préparation? C'est-tu toi? C'est-tu des membres payés d'Ingénieurs sans frontières? Non, c'est tous des bénévoles. C'est moi. Moi, je suis à la permanence, donc rémunéré. On a une petite équipe, en fait. Là, on a 4 employés chez Ingénieurs sans frontières Québec qui sommes rémunérés en ce moment. Mais c'est beaucoup... le conseil d'administration est très impliqué. Beaucoup de gens
professionnels qui en ont fait, des projets internationaux qui nous aident à évaluer les projets, à préparer tout ça. Donc, souvent, c'est des consultations d'à peu près 1 an et demi en guise de préparation au projet. Et quand le projet a fini la consultation, là, on tombe en OK, là, on fait la stratégie de financement. Donc, là, on doit trouver les fonds. Puis, par la suite, il y a la réalisation. Donc, c'est vraiment en plusieurs étapes que... Est-ce qu'on peut parler un peu justement de la stratégie de financement? Oui, parce que ça, c'est une portion importante des organismes de OSBN. Oui, sans but lucratif. Je me mets tout le temps dans les lettres, là, organisme sans but lucratif, c'est ça. Oui. Il y a eu un switch aussi de OBNL à les deux sont encore OSBL. reconnus, puis ils sont encore utilisés. En fait, le OBNL, je pense que c'est plus quand on traite avec Revenu Canada. Puis le OSBL, c'est plus avec Revenu Québec. Donc, des fois, il y a des... Il y a totalement une petite, Mais tu sais, le financement, c'est dans la guerre, là, j'imagine que ça va définir le projet. Puis qu'est-ce qui rentre dedans? C'est les billets d'avion, c'est... Donc, tu peux un peu expliquer mettons, ça. pour un projet classique, la répartition, mettons, d'un projet qu'on a chez nous, c'est environ 15 à 20 des sommes à amasser vont servir à la mobilisation à l'international. Donc, billets d'avion, assurance, vaccin, name it, là, les tests PCR, ne pas oublier ces temps-ci. Donc, il y a beaucoup de trucs qui rentrent là-dedans. Puis le reste, ça s'en va vraiment dans la réalisation. Donc, les matériaux à acheter pour construire le bâtiment ou les équipements, la main-d'œuvre locale aussi qu'on rémunère, là, parce que on peut demander une certaine contribution de la population locale, mais déjà que c'est des gens souvent qui ont des bas salaires journaliers, donc c'est important qu'on apporte le corps de métier, vous les payez. Oui, absolument sur place. Puis, donc ça, c'est à peu près la répartition classique là, d'un projet. Là, à peu près, si on regarde une école qui coûte 100 000 en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 15-20 déplacement. Le reste, c'est vraiment pour la réalisation. Donc, tout le reste, ça s'en va vraiment dans les communautés locales. Donc, ça ne paye pas les bénévoles qui quittent. Comment est-ce qu'on finance ça maintenant? Ça, c'est la grande question. Pour des petites organisations, on peut juste essayer de financer ça à l'aide d'activités de levée de fonds. Donc, soirée spaghetti, soirée bénéfice, ça peut être des événements sportifs, des choses comme ça. On peut aussi faire appel aux dons de particuliers et d'entreprises. Donc, avec tout ça, normalement, on est capable de ramasser un bon fonds pour faire des projets. Mais là, si tu veux faire des projets de plus grande envergure, tu ne peux pas juste te baser là-dessus. Ouais, parce que ça, tu te limites à quel budget à peu près, là, comme un demi-million? Ou... c'est beaucoup moins que ça. Nous, mettons, annuellement, dans notre organisation, c'est environ 125-150 000 $ qui va provenir juste du secteur privé et des particuliers. Donc, à travers des levées de fonds. À travers des levées de fonds, à travers des demandes de commandites. Ça peut être des exemples, on veut financer, je sais pas moi, des livres scolaires pour une école. Ben là, on va faire une petite campagne qui va faire appel à la générosité des gens pour financer les articles scolaires. Donc, puis, j'imagine que si c'est un projet que tu fais une fois, comme avec le club étudiant que tu faisais, tu peux y aller un peu plus avec... du financement un peu plus direct de ta famille, tes amis, absolument. Mais sauf que si tu fais ça à chaque année, puis si tu le fais sur 5 projets, ça marche pas. Oui, exactement. Je pense que tu épuises un peu le... Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a des organisations au Québec qui ont réussi à se bâtir des systèmes de dons mensuels auprès de particuliers où ils vont ramasser là, plusieurs millions de dollars avec ça. Là. J'ai une organisation, je ne vais pas la nommer, mais elle, je vous dirais là, que 50% de son financement, qui est au-dessus de millions, là, vient de dons de particuliers. Puis ça, c'est comme exceptionnel. Là. C'est vraiment, mais c'est des années de construction là, puis de travail pour arriver à faire ça. J'imagine que tu as un entretien à faire avec la communication aux donateurs. Absolument. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail derrière ça. Puis bravo à ces organisations-là qui arrivent à le faire. Nous, on en a, mais pas à cette échelle-là, bien entendu. Puis, donc là, juste une petite question pour clore le sujet. Vous êtes qualifié comme un organisme de charité, donc vous pouvez aller émettre... Oui, on est une personne morale, enregistrée. Donc, si quelqu'un fait un don, cette personne-là peut aller utiliser ce don-là comme reçu d'impôt. Absolument. Okay. Oui, absolument. Juste le mentionner aux gens là, à la maison, comme ça. Si jamais il y en a qui sont on a une plateforme Canadon, on a toutes les reçus sont émis de façon spontanée. En fait, aussitôt que vous faites un don, c'est émis. Donc oui, effectivement, ça fait partie. Étant donné qu'on est membre aussi de l'ACOCI, donc AQOCI, l'Association québécoise d'organismes de coopération internationale. Donc ça nous permet aussi d'aller chercher des subventions, donc de participer à des subventions provinciales et fédérales par la suite. Mais il faut comprendre que moi,
à la taille d'organisation que je suis, ou mettons, moi, demain matin, je veux me partir à une OSBL, je peux pas aller cogner chez Affaires mondiales Canada puis dire « Hey, moi, j'aimerais ça faire un projet à tel endroit en Afrique, ou à tel endroit en Asie ou en Amérique latine, j'aurais besoin de 3 millions. Ils vont faire « Non. » Fait que faut baser une certaine crédibilité, une certaine expertise. Puis après avoir bâti ça, puis d'avoir grossi de projet en projet, là, tu peux aller voir des organisations comme Affaires mondiales Canada pour aller solliciter des fonds plus importants. Mais je dirais que la première échelle, puis mon premier conseil que je dirais à une OSBL de petite taille, c'est de regarder l'ensemble des ministères au Québec. Donc, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, ça peut être le ministère du Développement durable aussi. Donc, d'aller voir ces ministères-là, puis de voir tous les programmes de subvention qui sont applicables à ton créneau, à toi, en fond. Et souvent, il va y avoir des subventions, ça peut être des subventions pour la permanence, donc les salariés de l'organisation. Donc, ça, il y en a quelques-unes. C'est intéressant d'aller chercher ça. Ça peut te permettre d'avoir des gens qui travaillent à temps plein pour ton organisation. Tu peux aussi avoir des subventions plus importantes, vraiment pour axer sur la réalisation de projets. Donc là, de plusieurs centaines de milliers de dollars, là, où là, vraiment tu vas avoir un bel impact là, sur la communauté que tu veux appuyer. Puis ben là, après ça, de fil en aiguille, tu peux transformer vers des demandes de subventions de plus en plus importantes et éventuellement devenir une organisation. Puis il y en a quelques-unes au Québec là, qui vont avoir des ententes avec, exemple, le gouvernement du Canada pour 25 millions sur 5 ans. Puis là, ils vont faire un projet vraiment d'immense envergure qui va travailler sur l'ensemble même géographiquement d'un pays pour changer un élément dans le système de santé, exemple. Wow. Donc, vraiment, ça, là, quand tu arrives là, tu es au Saint Graal un peu de ce que tu es capable de faire en termes d'action internationale. Ouais. Ah, cool. Puis, est-ce que... Ben, ça, c'est peut-être plus éthique, mais c'est-tu mieux un gros projet ou plusieurs petits projets? Ça, c'est une bonne question. Ah là là. En fait, moi, je pense qu'il faut être conscient de la place qu'on peut occuper dans toute la palette d'organisations au Québec qui existent. Okay? Nous, on est chanceux au Québec, on a un filet social tissé relativement assez serré. Puis je dis filet, là, puis le mot est bon parce qu'un filet, c'est encore des petits trous. Fait qu'il y en a des gens qui passent au travers encore. T'sais. Mais on a un filet social assez serré. Dans plusieurs endroits où on intervient, le filet est soit avec des mailles relativement très énormes ou inexistant. Ouais. Fait que c'est important de le construire, ce filet-là. Donc, des fois, il y a des très, très grosses interventions qui coûtent plusieurs millions de dollars, qui vont vraiment travailler sur ce filet-là, puis qui vont le construire adéquatement, puis qui vont resserrer les mailles de façon importante. Mais il peut avoir le piège de devenir tellement lucratif, tellement lourd d'un point de vue administratif dans ton organisation, que là, sur le 25 millions, il y en a 15 qui partent en salaire ici au Québec. Okay. Là, ça devient malheureux. Tu sais. J'ai pas d'exemple, puis je vais pas nommer personne, tu sais, mais ça peut arriver. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Fait qu'il faut faire attention. Puis je pense que dans les dernières années, les gouvernements ont vraiment fait attention à ça, de vraiment être en mesure de bien évaluer la capacité des organismes au Québec d'agir, puis de faire, regarde, il faut que tes coûts administratifs soient le plus bas possible parce que le but, c'est d'appuyer. C'est pas de financer des emplois au Québec. Le but, la mission première, c'est d'aller appuyer ces communautés-là qui ont un filet social qui est beaucoup plus grand, avec des marques beaucoup plus grandes. Oui, je pense que c'est une donnée, justement, quel pourcentage va vraiment à la cause et non pas... Oui, c'est important de... Non pas, le salaire de Pierre-Luc là, qui est payé avec... c'est ça. C'est super intéressant. Puis vous, j'imagine que est-ce que vous avez ce chiffre-là de combien est-ce qu'il va directement? Oui, ben en fait... Avec la petite équipe que vous avez. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment très faible. Puis tu sais, souvent, ça va tourner aux alentours de moins de 10% là, en termes de ce que notre organisation coûte. En termes de frais administratifs. Là, moi, si je fais vraiment ma répartition de toutes les heures travaillées dans les projets et tout, ce qui reste pour la partie vraiment juste admin, là, pure, là, que comptabilité, parce que c'est moi qui fais la comptabilité. C'est moi qui fais le site web. Il faut être aussi très autodidacte. Là, ça serait un bon conseil aussi à noter à quelqu'un qui veut gérer une OSBL. Moi, la courbe d'apprentissage les premières années, elle a été tellement importante. Là. J'ai tellement appris plein de choses que tu me disais, c'est quoi ton taux de classification CNE-SST? Ouais. Aucune idée de quoi tu parles. Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage à aller faire là, de ce côté-là. Puis c'est un bon lien avec l'entrepreneuriat où, tu sais, souvent, on dit qu'un entrepreneur, là, au départ, là, c'est de savoir comment survivre puis comment faire avec peu de moyens. Puis je pense que dans votre cas,
c'est ça, mais pas seulement au départ, mais comme durant toute la durée de l'existence de l'organisme, à moins que ça devienne l'UNICEF, là, mais mais même là, l'UNICEF, je suis sûr que c'est à plus grande échelle, mais c'est le même problème de dire, dès qu'on a un peu de liquidité, on le répand là, pour. Oui, ça, c'est important de le mentionner. Là, on n'est pas une fondation. Okay? D'un point de vue légal, on ne peut pas garder des fonds dans nos coffres indéfiniment. On ne peut pas cumuler des avoirs. Ça ne marche pas avec la philosophie d'une OSBL. Donc, c'est important à chaque année, quand on fait notre audit puis notre budget, il faut qu'à la fin, ça balance. Qu'on soit pas mal aux alentours de zéro. On peut être un peu dans le positif une année, un peu dans le négatif l'autre année. Mais on ne peut pas cumuler des fonds infiniment. C'est pas possible. Ça ne fit pas avec les valeurs de ce qu'on essaie de faire. Ouais. Puis si je suis quelqu'un qui est comme moi, CPA, là, je me dis, ça m'intéresse vraiment, ok, je vais faire un don, mais autre que ça, j'aimerais ça m'impliquer. Est-ce que vous prenez des gens pour aller s'impliquer qui sont pas nécessairement des bénévoles qui sont pas ingénieurs, ou est-ce que écoute, si toi t'es CPA, t'as envie de t'impliquer, là, je t'invite à te présenter sur notre conseil d'administration. mais dans le sens de, moi je veux avoir une expérience terrain, là, ça m'intéresse d'aller justement d'aller faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous offrez, ou c'est exclusivement des ingénieurs, ou c'est pas exclusif dans le sens où nous on essaie de construire des équipes, puis moi je l'ai souvent dit là, tes connaissances en ingénierie, là, pour faire partie de notre programme d'engagement envers la coopération internationale, sont pas tant importantes. Parce qu'on ne construit pas de la même façon, ici puis là-bas. Puis on va pas prendre notre façon de construire puis l'amener là-bas. Ça ne fonctionnera pas. Les matériaux n'existent pas. C'est d'autres choses, c'est un autre univers. Fait que oui, il y a le réflexe de gestion de projet que tu as un peu acquis sur les bancs d'école en faisant ton école d'ingénierie, qui va te servir. Mais les connaissances vraiment de construction, je pense pas que c'est ça qui fait la différence puis qui fait de toi un bon coopérant. Je pense que c'est vraiment ta volonté de donner du temps, de participer, ta fibre vraiment de dire, moi, j'ai envie de tendre la main à des gens puis d'apprendre d'eux puis qu'ils apprennent de moi puis de travailler avec eux pour construire quelque chose. Si c'est ça que tu as en toi, tu es un candidat pour faire de la coopération internationale. Puis, il y en a plein des organismes qui ont des programmes similaires à nous. Donc, c'est de voir à travers tout ce champ-là, quel organisme peut le mieux convenir à mes besoins. Si moi, j'aimerais ça travailler en sécurité alimentaire, il y a des organisations qui ne font que ça, qui travaillent seulement vers ça. Donc, ils ont des programmes d'engagement, dirige-toi vers là. Moi, je ne vais pas fermer la porte à des gens qui ne sont pas ingénieurs. Il y a beaucoup de techniciens, d'ailleurs, qui m'écrivent, des techniciens en génie civil, qui disent « Hey, moi, je ne suis pas ingénieur, mais tu sais, j'ai une formation en arpentage, tu sais. » En géomatique, c'est ça le mot que je cherchais. Puis, je peux-tu participer? Go, on va ta candidature. On en a besoin des fois d'arpentage sur certains projets, tu sais. Fait que ça a un lien, puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à c'est ça. Surtout par vos partenaires qui veulent impliquer leurs membres, qui fait que vous êtes des ingénieurs. Oui, absolument. Puis ça reste que, tu sais, moi, comme je disais tantôt, je suis conscient de notre place dans le réseau québécois des organismes de coopération internationale. De l'infrastructure, ça va toujours être un besoin. OK? Ça serait utopique de penser que d'ici 15 ans, il n'y aura plus d'infrastructure à faire partout sur la planète. En développement. Là. Donc, je suis conscient de cette place-là, mais je ne deviendrai jamais... Ingénieurs sans frontières Québec ne va jamais devenir une organisation avec un chiffre d'affaires comme explosif. Là, on a une vision de où on pense qu'on doit être, puis on va travailler jusqu'à temps qu'on arrive à ce niveau-là d'opération. On ne l'est pas encore, mais je pense qu'on peut continuer à grossir, construire une équipe plus importante, avoir des projets à plus grand déploiement, avec un chiffre d'affaires plus important pour... c'est toujours drôle de dire chiffre d'affaires quand tu es un SBL, mais tu sais, un chiffre d'affaires quand même, pour avoir notre place, puis répondre aux besoins adéquatement, parce qu'il y a des besoins, il y en a dans plein de sphères, puis c'est pas juste en infrastructure. Tu sais. Non, je pense que le but, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est vraiment d'aller donner un coup de pouce, mais pas d'aller créer l'infrastructure de A à Z là, dans les endroits où vous allez. Absolument. Puis, c'est pour ça qu'on c'est jamais les gouvernements qui nous approchent, c'est toujours des communautés qui savent qu'ils n'ont pas nécessairement le soutien pour rénover leur école, rénover leur dispensaire, où ils se rendent compte que, on est 5000 dans le village, puis le dispensaire le plus proche, là, il est à 12 km, puis la route est impraticable en voiture. Fait ça serait peut-être bien qu'on s'équipe un petit peu, puis,
c'est de cette façon-là que nous, on peut peut-être se positionner puis apporter un certain soutien à l'infrastructure. Puis est-ce que ça joue un rôle, justement, le fait que peut-être un village est comme, hey, il y a la route, tu peux pas te rendre en voiture, écoute, faut que tu ailles à... C'est important de le savoir à l'avance, là, parce que ça joue beaucoup sur la logistique. Des fois, on se rend compte sur le terrain, on est comme, OK, on ne savait pas cette condition-là, on ne savait pas que l'eau n'était pas arrivée ou l'électricité était inexistante. Fait que si on ne pose pas ces questions-là à l'avance, puis qu'on n'a pas ces informations-là, ça vient complexifier beaucoup la logistique et la réalisation. Donc, c'est pour ça que c'est important la préparation, puis de s'asseoir avec les communautés, de comprendre la réalité, de comprendre les besoins. Puis nous, on essaie de se détacher le plus possible de ce processus d'identification des besoins-là, parce qu'on ne veut rien imposer, puis il faut vraiment que ça vienne de consultation entre villageois, entre citoyens, de dire, regardez, on s'est assis tout le conseil de ville ensemble, là, puis on pense que la priorité pour notre communauté, c'est de construire un dispensaire. Good. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, on part avec ça, vous nous approchez, vous nous présentez ça, puis, on sait que ça va être bien reçu, il va y avoir une acceptation du projet quand on va le livrer. Puis ça, vous fiez beaucoup sur l'organisme local qui vous propose le projet d'avoir fait les bonnes préparations pour ça, ou est-ce que vous aussi, vous on le vérifie. Vérifiez? Oui, on fait absolument une vérification parce que n'importe quel particulier pourrait décider de faire une demande, de mettre une autre organisation pour faire la demande, puis là, il devient un peu l'intermédiaire. Fait que c'est important qu'un coup qu'on juge que le projet est bien présenté, que le budget est réaliste, que ça rentre dans les valeurs de notre organisation, puis qu'on est en mesure de le réaliser, parce que ça rentre dans notre capacité de financement, ben là, après ça, c'est tout de suite, on s'assoit ensemble, on discute, présente-nous tes collègues, ton organisation, comment vous fonctionnez, c'est quoi vos capacités sur le terrain, puis là, on va co-construire le projet ensemble. Okay. Puis, si tu veux donner aux gens qui écoutent un peu tu veux leur faire un mot « wow », quelle est la réalisation que Ingénieurs sans frontières Québec a fait qui est le plus impressionnante, là, selon toi? Ben, ça va falloir que je fasse un choix parce que il y a tellement de projets que je suis un peu flabbergasté de faire wow, on a réussi à accomplir ça. Mais je t'avoue, dans les dernières années, un des grands souhaits de notre organisation, c'était de aussi agir au Québec. OK, ouais. Puis ça, c'est nouveau chez nous de se dire, ben comment est-ce qu'au Québec, on peut agir? Parce qu'il y en a des besoins ici. Notre filet social, il y a quand même encore des trous. Et on s'est dit, bon, ben on avait des gens sur le conseil d'administration qui travaillaient pour la société Makivik, donc une société, la société nordique qui travaille avec les communautés autochtones inuits. Et on s'est dit, ben écoute, c'est quoi les besoins dans le nord du Québec? C'est quoi la réalité? On en connaît peu, donc on s'est assis, on a fait des consultations et on s'est rendu compte qu'il y avait, auprès de ces communautés-là, il y avait beaucoup de problématiques de s'identifier à des modèles, des gens qui nous inspirent, puis de voir que il y a des carrières inspirantes puis intéressantes qui sont offertes, mais qu'on connaît juste pas. Et là, on s'est dit, ben comment est-ce que nous, on peut un peu se placer là-dedans? Donc, on a développé un projet qui s'appelle le projet Sivumwarnik, qui est un mot inuktitut qui veut dire « allons de l'avant ». Et en fait, on a voulu apporter des ateliers dynamiques dans les écoles du Nunavik pour un peu sensibiliser les jeunes à l'ingénierie, aux sciences, aux technologies, aux mathématiques, et de leur montrer que c'est une carrière super intéressante et que même ils vont pouvoir la faire, cette carrière-là, pas nécessairement au sud, mais dans leur communauté, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs du sud qui montent au nord du Québec pour les mines, pour les développements éoliens, Hydro-Québec. Et là, il y a plein d'activités liées à l'ingénierie dans le nord, mais il n'y a pratiquement pas d'ingénieurs qui viennent de local. Ouais. Fait qu'on s'est dit, ben peut-être que de cette façon-là, en essayant de montrer aux jeunes que c'est des carrières intéressantes, que ça peut vraiment leur apporter une carrière avec un bon salaire rémunéré, des bonnes conditions de travail, des conditions de travail dans leur communauté, qui peuvent vraiment être des leaders puis de devenir des acteurs de changement dans leur propre environnement, ben ça peut les inspirer. Puis ben on va essayer de leur amener des modèles jeunes, pas des modèles de
monsieur qui travaille depuis 35 ans dans une entreprise puis qui a les cheveux blancs. Non, il faut que ce soit des jeunes qui sont encore sur les bancs d'école, qui sont super dynamiques puis qui vont être capables de rentrer facilement en contact avec ces jeunes-là. Puis en leur montrant que c'est stimulant, l'ingénierie, les sciences, la technologie, ben ça peut peut-être en inciter quelques-uns à poursuivre leurs études dans ce volet-là. Il faut savoir aussi que le taux de décrochage scolaire dans ces régions-là est vraiment, vraiment très, très élevé. C'est environ 26-30% des étudiants qui finissent leur secondaire. Donc, c'est aussi dans cette optique-là là, de un peu lutter contre le décrochage scolaire, d'amener plus de dynamisme dans leur parcours scolaire. Puis, ben, je t'avoue que ce projet-là, depuis qu'on l'a mis en place, on n'a que des louanges. Puis tout le monde est super enjoué de participer à ça puis de travailler parce que c'est vraiment motivant, tu sais, de voir que quand tu arrives là-bas, tu rencontres les jeunes et il y en a que tu vois clairement que ça les intéresse pas, les sciences et l'ingénierie, puis c'est bien correct. On peut pas. Le but, c'est pas de tous les transformer en ingénieurs. C'est vraiment pas ça le but. Mais qu'il y en a que, boum, l'étincelle l'allume. Là. Ah, c'est cool ça. Hein, c'est le fun. T'sais, vous me montrez en plus des ateliers sur des problématiques qui me touchent. Le pergélisol, l'accès à l'eau potable qui est différent. C'est tous des enjeux, les énergies renouvelables. C'est toutes des choses que ça fait partie de mon quotidien. Puis là, je sens qu'avec ce que vous me dites, je peux me diriger là-dedans puis qu'effectivement, je vais avoir des choses autour de moi à travailler. Wow, c'est vraiment cool. Puis est-ce que... Puis tu parles justement de le manque de main-d'œuvre, mais comment est-ce que le manque de main-d'œuvre, qui est généralisé au Québec, mais je pense qu'il est quand même aussi assez présent au niveau des ingénieurs, comment est-ce que ça affecte votre recrutement de bénévoles? Puis de... Je t'avoue que moi, je le ressens pas beaucoup. Okay. C'est sûr que, tu sais, quand on met des postes, des fois, on sent qu'on a moins de candidatures, mais nous, ce qu'on offre, c'est un cadre de travail un peu hors du commun, dans le sens où tu participes à des missions, tu vas probablement aller au Nunavik, tu vas probablement aller en Afrique. Fait que, c'est un cadre de travail qui attire les gens puis qu'on se démarque face à ça. T'sais. Puis les gens viennent chez nous un peu, ils ont le choix entre nous puis une autre organisation ou une entreprise, ils disent « Ah ben, si je vais chez eux, je vais pouvoir vivre l'international, puis vivre des projets vraiment hors du commun. » Fait que je pense que pas que je veux pas dire que ça nous affecte pas, mais je pense qu'on peut se démarquer par rapport à d'autres. Donc, assez bien, on peut s'en tirer quand même relativement bien. Est-ce que tous les bénévoles qui appliquent ont l'intention de vouloir voyager ou pas nécessairement? Pas nécessairement. En fait, dans notre programme d'engagement, il y a vraiment un volet mentorat. Puis il y en a qui vont venir seulement pour ça. Qui vont venir, moi, j'ai beaucoup d'expérience. Je sens que ce serait fun que je la partage parce que j'ai construit une carrière, j'ai plein de trucs en tête, j'ai une expertise, puis il me semble que ça pourrait bénéficier à quelqu'un. Mais go, tu sais, c'est un programme qui est là pour que tu puisses participer puis embarquer dans notre organisation en tant que bénévole. Parce que chaque mission, vous avez combien de personnes au final qui vont sur le terrain? C'est très relatif, mais mettons, dans notre programme d'engagement, c'est souvent des cohortes de 5-6 qui vont partir, mais souvent, il y a un 3-4 mentors qui vont être associés au projet. Fait que, tu sais, avec l'équipe d'ISFQ en plus, donc souvent, c'est des constitutions d'équipes de projet d'à peu près 12-15 pour un projet de 100 000 $. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup de gens qui vont travailler là-dessus de façon bénévole, puis c'est super important d'avoir cette implication-là. Là. Ça fait foi de tout le succès des projets. Là. Puis est-ce que les gens qui font la planification vont pas nécessairement sur le terrain des fois ou c'est pas mal tout le temps? Là? Non, il y en a beaucoup qui vont être là vraiment juste pour la planification, pour faire le mentorat durant le projet. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a une question de responsabilité professionnelle dans tout ça. Là, dans le sens où on fait de l'ingénierie, on a un ordre professionnel à respecter. Et si on envoie des coopérants qui sont pas encore ingénieurs, ben ils doivent avoir une supervision directe pour les actes professionnels qu'ils vont faire. Donc, c'est pas parce que ici tu peux pas les faire que là-bas tu peux les faire. C'est les actes professionnels. Vous êtes régi par le Québec. Absolument. Puis, ça prend cet encadrement-là. Donc, tous les actes professionnels, c'est pour ça que l'implication des entreprises québécoises en ingénierie qui vont embarquer, ben eux, ils ont des ingénieurs. Donc, toute la responsabilité aussi professionnelle repose sur des gens qui ont l'autorité de le faire. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Écoute, moi, je trouve ça... Ta mission, changer de carrière, ta mission, ben je pense qu'il est peut-être un peu trop tard là. Mais non, mais là, tout ce qui est coopération internationale, écoute, je m'implique un peu dans d'autres organismes, on en a déjà discuté. Mais je trouve ça super noble, puis je trouve que c'est des super belles avenues pour des jeunes justement qui veulent peut-être pas nécessairement commencer leur carrière tout de suite ou en parallèle de leur carrière, de vivre quelque chose là avant de tomber dans la paternité ou dans la maternité ou le petit train-train quotidien là. Ouais, je comprends. Fait que moi je trouve ça super noble, j'adore un peu ce que vous ce que vous faites, puis je pense que ça
Ça inspire beaucoup les Tu gens. as dit là, que c'était noble, mais sache que dans ce qu'on fait, là, il y a quelque chose quand même de très égocentrique. Ouais, Parce que tout quand le monde tu en l'as tire vécu, quelque chose. Quand tu l'as vécu, tu sais à quel point ça te change en tant que personne, puis ça t'apporte autant de bien que t'en lègues. tu sais. Ouais. Fait que, parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent, ah, c'est donc bien cool, c'est noble ce que vous faites. Je suis comme, c'est pas tant noble, c'est ça, travailler ensemble, tu sais, tendre la main à des gens que tu connais pas ou que tu vas apprendre de l'autre, tu vas partager, tu vas rire, tu vas t'amuser avec l'autre, Ouais. avec un peu inconnu au départ. C'est enrichissant sur le plan humain puis professionnel aussi parce que tu développes une certaine confiance en toi, tu comprends tes limites, tu deviens plus débrouillard, donc ça te construit toi aussi en tant qu'être humain. Tu sais. Ouais. Fait que, il y a quelque chose d'égocentrique un petit peu à faire ça. Parce Ouais, qu'on gagne aussi beaucoup. On en retire tous quelque chose, là, évidemment, là, un peu de karma, là, de bon karma aussi, là, mais dans le sens où je pense que le fait de se lancer là-dedans, puis de à la base de dire, OK, je vais faire quelque chose pour les autres, je vais donner de mon temps, je pense que c'est quelque chose qui est admirable. Puis je pense que beaucoup plus de gens devraient le faire, puis comme tu dis, ils vont réaliser justement que on en tire pratiquement autant que les gens qu'on aide. Donc, c'était super intéressant. Puis, j'encourage les gens qui ont été motivés un peu là, par ta présence au podcast de soit qu'ils se proposent comme bénévoles ou qu'ils fassent un don à l'organisme ou qui juste d'aller donner un peu de temps à un autre organisme là, qui les touche. Je pense que si ça peut encourager les gens un peu au Québec là, à donner plus, là, surtout qu'au moment de l'enregistrement, dans le temps des fêtes, là, je pense qu'on a tout un peu l'esprit de donner. Là, donc, je pense qu'on peut encourager. C'est super. Donc, merci beaucoup de ta présence au podcast. Merci Pierre-Luc, c'est super intéressant. Merci à vous, c'est très agréable.